Bonjour à vous tous qui suivez avec une certaine attention mes vidéos. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet un petit peu délicat. J'ai hésité avant de faire cette vidéo parce que cela, naturellement, peut touche aussi notre réalité dans le ici et maintenant. Donc je veux parler aussi beaucoup de c'est ce qui se passe en ce moment au niveau de ce chaos, de cette violence qui s'est réveillée, etc., sur notre territoire. Donc on peut dire que le malheureux accident de ce jeune homme apparaît comme étant une étincelle qui a mis le feu aux poudres. Donc il importe quand même de percevoir la cause réelle, la finalité de tout cela. La Lune, déclenchant les événements, nous apporte un peu de clarté à ce sujet. La dernière nouvelle Lune, le 18 juin, a eu lieu dans le signe des Gémeaux, le signe de la communication, de la jeunesse, et il y avait des aspects conflictuels entre planètes déjà, donc Gémeaux, opposé au signe de Sagittaire, qui indique la communication, la relation, l'interrelation, on peut dire, entre la jeunesse, les Gémeaux, et Jupiter, le Sagittaire, les autorités. Donc c'était quelque chose qui m'avait déjà un petit peu touché. Je me suis dit, tiens, il va se passer des choses dans le domaine de la communication, etc. Donc voilà, donc il y avait déjà un carré, une quadrature déjà qui était entre Mars, violence, et Uranus. Donc les carrés de Mars et Uranus provoquent souvent des émeutes et des révolutions. Donc quand on voit donc ensuite le 30 juin, donc voilà, quand ces événements se sont passés, quand on regarde un petit peu les aspects planétaires, on voit bien que là, il y a encore des événements assez importants, puisque il y a naturellement un transit de Lune qui va automatiquement déclencher cet événement. Or, on arrive maintenant, donc d'ici dans 2 jours, là, enfin le 3 juillet, demain, ça va être la pleine Lune, et là, va y avoir vraiment cette lune en carré avec Mars et Vénus qui est elle-même en carré avec Uranus. Donc on voit ici vraiment je dirais une réalisation de ce qui était prévu. Alors c'est intéressant de voir que aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas ce qui va se passer dans la journée, on est le 2 juillet, la Lune transite dans la demeure alchimique 21, donc dans le signe du Sagittaire, qui correspond justement à celle de notre président de la République, donc dans un signe qui est en relation avec la demeure alchimique, donc 21, qui est dans le tarot l'arcane du fou, l'arcane 0 en fait, et qui indique justement que le président, par rapport à sa trame karmique, est impliqué dans quelque chose qui va l'obliger à prendre des décisions, démontrant sa sagesse ou sa folie, quelque part, puisque c'est un petit peu ça. Donc il est confronté à une espèce de folie violente, et lui, il va être obligé de se positionner. Donc ça fait un peu partie je dirais, de sa destinée, mais aussi pour nous, naturellement, ça nous fait réflexion à chacun, puisque, naturellement, c'est toujours un petit peu difficile. Donc on voit que ce conflit a été déclenché, justement, par cet accident mortel pour ce jeune homme. Moi, je dis que c'est un accident mortel. Prononcer le mot assassinat, c'est quand même assez difficile, puisqu'il y a toujours un peu quand on assassine quelqu'un, c'est pour un but personnel. Là, ça a été quelque chose qui s'est passé dans une réaction, peut-être de peur, mais en tout cas, quelque chose d'important, voilà. Donc on peut dire que dans la vie, quand même, chacun choisit son chemin et en est responsable. La vie n'est qu'une découverte de soi face à l'autre. C'est-à-dire que quand vous êtes face à quelqu'un, quelle que soit la personne, ça va vous provoquer un ressenti intérieur. Et ce ressenti, ça va être votre vérité. La personne n'a été là que simplement que comme miroir réflecteur. C'est ça qu'il faut comprendre dans le sens du miroir. Donc, quelle que soit la situation que l'on soit, une difficulté, qu'on est perdu dans la forêt, qu'on est en relation, qu'on rencontre quelqu'un avec lequel ça se passe mal, l'autre n'est jamais responsable, car par l'autre nous fait miroir de quelque chose en disant comment tu te sens face à cette chose qui se passe. Donc actuellement,
c'est un questionnement qui nous est posé, nous, au niveau individuel et collectif, par rapport à comment est-ce qu'on se sent face à ce qui est en train de se passer, notamment par cet événement. Et chacun aura un ressenti différent. Donc il faut voir que nous sommes dans une période où naturellement il y a toujours cette dualité, que ce soit au niveau adulte, au niveau aussi des adolescents, où il y a une partie de l'adolescence qui est sage et une partie qui est un petit peu folle, impulsive, réactive, qui au lieu de régler les problèmes qu'elle a avec elle-même, se choisit de régler ses problèmes en déclenchant sa colère contre les autres. Donc il suffit de très peu pour mettre le feu aux poudres. Donc quand on choisit un chemin, quel que soit notre âge, bon, ça commence surtout à l'âge de la préadolescence, parce que dans l'enfance, on est encore dans les fréquences un peu lunaires, donc on doit en assumer la responsabilité. Si on nous dit par exemple, ne va pas dans les bois, il y a un loup, c'est dangereux, et qu'on y aille, et que le loup nous dévore, à qui la responsabilité? Si on s'engage dans une zone de sable mouvant, alors qu'on nous a prévenus, et qu'on s'enlise, et qu'on meurt, c'est notre responsabilité. Si on braque une banque ou une bijouterie, on doit en accepter les aléas, perdre la vie, ou souffrir, ou être emprisonné. Donc il y a toujours une part de responsabilité, 50-50. Donc la violence qui est retournée contre l'autorité est une déviation qui est liée à une conscience limitée, dualiste. Toujours, l'autre est toujours responsable, etc. Les activistes, par exemple, disent vouloir, par exemple, venger ce jeune homme. Paix à son âme. Ils s'en prennent aux autorités ou à la société en général. Alors, si on appliquait cela à chaque fois qu'un policier est tué par des brigands, il faudrait faire une razzia punitive, puisque le processus est le même. On est toujours dans les histoires de vendetta, là. Voilà, il y en a un qui est tué, puis l'autre qui veut se venger, etc. Les responsabilités sont toujours partagées. Donc il n'y a rien à juger, je ne juge pas juger, mais juste à constater. Tous ces maux faits, commis au nom de cet accident mortel, ne font en vérité que salir l'âme de ce jeune homme qui ainsi peut se sentir responsable de tous ces désastres, alors que là où elle a plus besoin de compassion, d'amour, d'accompagnement. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Je vous ai dit que pendant les 3 jours, donc les 72 heures après le décès physique, l'âme reste près de son corps et fait une rétrospection réactive de sa vie, donc à l'envers depuis le dernier événement. Donc, par exemple, pour cette âme, au moment où l'accident est arrivé, etc. Donc l'âme est dans un travail de rétrospection, de nettoyage, de prise de conscience. C'est un moment de repos. Ces 72 heures doivent être dans le repos. Comme là, on s'est servi quelque part de cet accident mortel, malheureux. On s'est servi de ça quelque part pour déclencher ces violences, etc. Imaginez ce que l'âme peut ressentir. L'âme qui s'est désincarnée de ce jeune homme, pour lequel j'ai beaucoup de compassion, elle va être perturbée par tous ces agissements, par peut-être ces morts, ces violences qu'il peut y avoir suite à elle, et elle va se sentir responsable de cela. Donc c'est important aussi pour les parents et les gens qui appartiennent à la famille de cet enfant, à ceux qui le connaissaient, de lui apporter plutôt de la compassion, de l'amour, de l'accompagnement, de la paix. Parce qu'autrement, c'est pas du tout lui faire du bien. Donc à partir de là, c'est ça qui est quand même très important. Donc la jeunesse, la jeunesse réactive, qui est réactive, cette partie prend son appui sur le fait que la vie est difficile, dans des conditions difficiles. Certes, la vie n'est pas facile, elle n'est jamais vraiment facile, mais elle est quand même, il faut reconnaître, un peu plus facile que certaines époques. Ceux qui sont nés pendant la guerre et qui ont vécu leur adolescence sous l'occupation allemande ont une autre vision de cette expérience. Donc les conditions sont quand même meilleures que dans le passé. Moi, personnellement, j'en sais quelque chose.
Donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience, non pas pour valoriser ma personne ou me perdre dans la nostalgie d'un meilleur ou pour me faire plaindre, etc. Hein, comme naturellement peuvent penser parfois les personnes qui entendent les personnes âgées en disant « Oh, ils sont ringards avec leurs histoires, etc. etc. » Mais c'est simplement pour donner une information. Quand on a vécu quelque chose, on peut dire « Bah oui, si tu avais été à ma place, comment serais-tu comporté ?» Et moi, pour comprendre comme cela, je me suis mis à des moments aussi à la place de mes parents, de mon père qui, à 19 ans, est parti, a été engagé dans 5 ans de mobilisation. La guerre, il est parti, donc il y avait des copains conscrits. Il a vu la plupart de ses amis, de ses copains, tués devant lui. Ça, c'est autre chose. Hein. Moi, j'ai eu la chance de passer à travers ça. J'ai failli partir aussi, parce que quand j'ai été incorporé dans l'armée, c'était encore la guerre du Tchad. Et à quelques jours près, j'étais prêt pour partir. Et moi, je n'avais pas du tout envie. Et je me dis, comment je serais revenu si j'avais vécu ce conflit au Tchad, si j'en étais revenu. Hein. Donc vous voyez, quand même, il faut quand même relativiser toujours et prendre conscience que nos parents et les générations précédentes ont vécu des choses difficiles aussi. Hein, et qu'il faut avoir de la compassion, de l'amour, hein, quelles que soient les conditions dans lesquelles on a vécu notre enfance. Nos parents font toujours le maximum pour nous. Hein. Alors moi, vous voyez, par exemple, dans mon enfance, mes parents, jusqu'à l'âge de 7 ans, j'ai vécu dans un hôtel. Un hôtel où il y avait des gens un petit peu immigrés, etc. Bon, c'était un hôtel sans étoiles. Hein. Les étoiles, c'est juste celles qu'il y avait sur les bouteilles de vin. Hein. Donc, un hôtel où on avait un toilette dans la cour pour tout l'hôtel. On avait une chambre dans laquelle ma mère n'avait pas le droit de faire la cuisine, etc. Donc là, vous voyez, pendant 7 ans, j'ai vécu là, avec sans télé, sans livres, sans jeux vidéo, sans radio, sans téléphone, pas de médiathèque, pas de chambre à moi, pas d'endroit. Et les seules lectures que j'avais, c'était des bouquins que je trouvais des fois dans les poubelles, à droite à gauche, ou un dictionnaire, un vieux dictionnaire qui traînait. Hein. Donc, ouais, ça a été quand même, pendant 7 ans, assez formateur. Donc on peut dire que les conditions miséreuses, j'ai vécu, j'ai été en contact avec des gens comme ça, je sais ce que c'est. Hein. Donc j'avais juste de quoi survivre. Puis mes parents ont déménagé dans un studio tout petit, hein, qui faisait moins de 30 mètres carrés, où là, naturellement, pendant plusieurs années, pratiquement toute mon adolescence, je faisais mes devoirs d'école, dans les WC, au fond des WC, qui était un espèce de couloir, etc. On avait un WC individuel, mais c'était aussi mon cabinet de travail, quelque part. Hein. Donc je vous laisse imaginer un petit peu. Voilà. Il y a même des moments où, par exemple, le dimanche et les jours où je n'avais pas école, après le marché, avec ma sœur, on partait avec une petite chariote et on allait récupérer les légumes abîmés au marché, tout ce qu'on pouvait trouver, etc. On les ramenait à ma mère qui nous faisait des compotes ou des plats avec tout ça, hein, parce qu'on n'avait pas les moyens d'autre chose. On ne se plaignait pas, on n'avait pas d'autres moyens. Hein. On était aussi débrouillards à l'époque, on gaspillait beaucoup moins. Hein. Moi, je sais qu'à une époque, par exemple, je récoltais toutes les bouteilles étoilées, toutes les bouteilles qui étaient consignées avec mon cousin, et on allait les revendre pour se faire un petit peu d'argent, pour pouvoir s'acheter des fois un bout de croissant rassis chez le boulanger. Donc vous voyez, voilà, j'ai commencé aussi à travailler à l'âge de 11 ans sur les marchés, pendant la période des vacances, je travaillais sur des marchés pour me faire un peu d'argent pour m'acheter mes fournitures scolaires. À l'âge de 15 ans, je suis entré dans une banque comme employé, hein, naturellement, et j'avais toujours pas de chambre à moi, j'habitais toujours chez mes parents, on était 6 dans un petit pavillon qui était situé au milieu d'une cour d'usine. Et pour l'anecdote, je vous dis que quand on ouvrait les fenêtres de la cuisine, sous notre fenêtre, on avait des bidons de fioul qui étaient encore pleins. Et de l'autre côté, c'était une usine de fonderie, donc toute la journée, les bruits de marteau, etc. etc. Et j'ai vécu dans cette ambiance jusqu'à l'âge de 22 ans. Donc quand on a vécu des choses comme ça, je me suis dit, c'est pas pour parler de moi, etc. Pour dire, voilà, les conditions de vie sont relatives. Hein, voilà. Alors que maintenant, c'est quand même un petit peu différent pour la jeunesse. Hein, aujourd'hui, il y a des médiathèques, il y a des vidéos sur YouTube, on peut avoir des films, de la musique, des livres gratuits, même si on n'a pas d'argent, puisqu'on en trouve un peu partout maintenant, puis à des prix
ou même gratuits, hein, avec Emmaüs, tout ça. Hein. Il y a des secours sociaux, il y a des transports gratuits quand on n'a pas beaucoup d'argent, il y a des allocations familiales, et beaucoup d'enfants ont leur petite chambre à eux. Hein, parfois même avec leur télévision, leur ordinateur, leur téléphone portable, etc. Téléphone portable des fois à l'âge de 6-7 ans, peut-être même avant des fois. Alors que nous, moi quand dans mon enfance, on n'avait même pas de téléphone à la maison. Hein. Donc voilà, moi aussi quand j'étais enfant, naturellement, j'aurais aimé avoir plus. Et c'est là que je me suis intéressé à la vie de mes parents, parce que j'avais pas de téléphone ou de télévision, etc., pour m'intéresser au monde extérieur. Donc je parlais beaucoup avec mon père. Mon père m'a raconté tous ses souvenirs de guerre, difficiles. Ma mère aussi m'a raconté un petit peu ses périodes d'enfance, etc. Et j'ai eu de la compassion. Vous voyez, j'avais pas de télévision pour regarder des films ou de téléphone. Donc je m'intéressais quand même à d'où je venais, mes parents, etc. Qu'est-ce qu'ils m'ont appris, voilà. Hein, donc la pauvreté aussi, hein, comme je disais, mon père qui a vécu une partie de son enfance où il n'a pas été reconnu par son père au début de sa vie, après à 19 ans, 5 ans de guerre, des blessures morales, des blessures physiques, et il a fait tout ce qu'il fallait pour nous élever, avec un équilibre, une certaine rigueur teintée de sagesse, de justesse. Pourtant, mon père n'a pas été à l'école. Il a été déscolarisé à l'âge de 10 ans pour être mis comme ouvrier commis dans une ferme jusqu'à l'âge de son départ au service militaire. Hein. Ma mère, elle, a habité une grande partie de son enfance dans une maison qui n'avait pas de toit parce qu'il y a une bombe qui était tombée dessus, donc il y avait une bâche. Donc quand on voit les difficultés dans lesquelles ont vécu nos parents, on peut relativiser ce qui se passe. Hein. Donc les jeunes, actuellement, n'ont pas vécu cela. Hein. Même mes enfants, moi, n'ont pas vécu ces périodes-là, parce que voilà, maintenant, il n'y a plus non plus de service militaire obligatoire. Hein. Donc il y a des jeunes, quand même, qui se plaignent de tout cela. Ils sont fragilisés, en fait, par leur manque de discipline, de connaissances, d'études. Après, c'est tout, on peut fumer, se droguer, prendre le chemin de la violence, etc., ou de l'indélinquance. Donc les parents ont quand même une part de responsabilité là-dedans, car les parents doivent apporter une espèce de discipline, hein, une discipline juste, hein, voilà, parce que sinon c'est le chaos. Trop de discipline, c'est le chaos. Pas de discipline, c'est le chaos. Regardez au niveau de la nature. Les végétaux, par exemple les arbres. Quand vous voulez qu'un arbre pousse droit, il faut lui mettre un tuteur. Si vous avez un cheval et que vous voulez monter ce cheval pour aller vous promener, il va falloir le dresser, il va falloir lui apprendre. Alors après, le dresser, ça ne veut pas dire lui taper dessus. On peut dresser un cheval avec beaucoup d'amour, de douceur, sans aucune violence. On peut dire même plutôt que dresser, c'est éduquer. On va éduquer le cheval. Si vous avez, par exemple, on vous donne un petit chien, un Doberman. Je disais, le Doberman, ça devient un gros chien. Si vous ne lui apprenez pas des règles, voilà, quand il faut aboyer, quand il ne faut pas aboyer, qu'il ne faut pas mordre, etc., votre chien va devenir dangereux. C'est la même chose pour un cheval. Un cheval qui est mal dressé est un cheval dangereux. J'en sais quelque chose, j'en ai fait aussi des expériences à ce niveau. Donc, il faut quand même qu'il y ait quelque part une forme d'éducation, de donner des règles. Le juste milieu. La règle, c'est pas des... Voilà. L'hyperprotection de l'enfance, depuis les années 68, après les courants hippies, a créé une jeunesse qui maintenant est un peu dépravée, ignorant, faible aussi au niveau de l'esprit, souvent parce que avec les téléphones portables, naturellement, une intelligence artificielle extérieure, et c'est ainsi qu'ils se mettent à piller, à détruire des écoles et à rendre leurs parents malheureux, et se tissent même un destin chaotique, et quand arrive un accident, c'est la rébellion. Alors la question qu'on peut se poser déjà face à cet événement, c'est comment un jeune de 17 ans peut-il conduire une automobile sans permis, puisque c'est pas encore, même si... Donc voilà, après les gouvernements ont décidé de ramener l'âge de l'autorisation du permis de conduire plus jeune. La question c'est, est-ce vraiment une bonne décision ? Il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. Voilà. Donc il faut quand même tenir compte dans la vie qu'on passe par des cycles de 7 ans. De 0 à 7 ans, on est sous influence de la Lune. De 7 à 14, sous influence de Mercure.
De 14 à 21, sous l'influence de Vénus. De 21 à 28, sous l'influence du Soleil, etc., etc. Donc la période d'adolescence et de préadolescence, donc de 7 à 21 ans, est une période assez fragile puisque c'est l'époque où notre ego, notre corps astral et notre corps mental reprennent possession de notre corps. C'est pour ça qu'à l'époque de l'adolescence, les adolescents rejettent leurs éducateurs, ils rejettent les parents, ils rejettent les professeurs. Excusez-moi, j'ai un petit problème de micro. Donc ils rejettent les professeurs, ils rejettent les éducateurs, et c'est pour ça que plus vous avez de rejets, plus un adolescent rejette des choses, puisque c'est son sang qui commence à se nucléer avec son ego. De 0 à 7 ans, le sang de l'enfant est encore nucléé, c'est-à-dire programmé sur celui de la mère. C'est pour ça, époque importance de la mère, de la lune, pendant les 7 premières années de la vie, parce que tout ce que la mère va ressentir comme émotion, l'enfant il va ressentir les mêmes choses. Donc si la mère est angoissée, l'enfant va être angoissé, etc. Donc c'est quand même formateur surtout au niveau du corps éthérique, qui est quand même notre corps d'immunité et notre corps d'énergie. Ensuite, vous avez l'ego qui va prendre possession du corps. Donc là, c'est le sang l'ego, le petit moi, qui va prendre possession de son corps et qui va prendre possession donc du sang. Donc il va modifier le programme génétique du sang et il va rejeter à l'extérieur tout ce qui ne lui correspond pas, notamment les éducateurs, tout ce que les parents disent. L'époque de l'adolescence, préadolescence, est une époque de réaction. C'est pour ça qu'un enfant, plus il a de réaction envers ses parents, envers son éducation, envers son environnement, plus il a de boutons sur le visage, de l'acné. C'est quelque chose qui ressort. Alors quand vous vivez une période plus de conscience, à partir de là, c'est différent. Moi, je sais que je n'ai pas vécu de période de rejet vis-à-vis de mes parents à cette époque, puisque déjà, j'en avais pas les moyens. Et puis, dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler, donc j'étais déjà dans le monde adulte. Voilà, donc je ne pouvais pas me rebeller, puisque j'étais tout de suite mis dans le truc. En fait, je n'ai pratiquement pas eu d'acné. Vous voyez le truc ? Alors ça ne veut pas dire, et pourtant mes parents étaient des gens qui étaient sortis de l'école, ma mère même pas son certificat d'études, mon père déscolarisé à 10 ans, religion, j'ai fait ma communion solennelle parce qu'à cette époque-là ça se faisait, j'étais baptisé aussi, mais en fait mes parents n'étaient pas des croyants, ils n'étaient pas athées mais ils n'étaient pas croyants, vous voyez, ils étaient citoyens lambda on peut dire. Donc, malgré toutes ces circonstances, donc, chacun vit ses choses. D'accord. Donc là, ce qui est fort important, c'est que à l'époque de l'adolescence, on rejette les vieux, on pense faire mieux, et souvent, on fait pire. On se crée, donc actuellement, avec cette violence, on crée un climat de guerre civile, un peu identique à la dernière guerre. Imaginez ce qu'ont pu vivre vos parents, ou vos grands-parents, à l'époque où il y avait les Allemands qui étaient à Paris quelque part et où il fallait faire attention à ce qu'on disait. Voilà. Donc alors moi, quand j'étais ado, naturellement, quand j'ai eu à l'âge de 20 ans, j'ai fait mon service militaire et puis là aussi, moi, j'avais un peu un rejet de l'armée. Comme tout le monde, l'armée, la police, quand on est jeune, on a l'impression qu'on n'a pas besoin. Mais en fait, ils ont un travail à faire quand même. Moi, dans mon expérience d'armée, j'ai vécu un petit peu, j'ai appris aussi à comprendre, à me soumettre, etc., que les militaires, l'armée, ça avait aussi sa raison d'être, qu'on apprenait une certaine discipline. Moi, j'ai appris à vivre avec les autres, puisqu'on était dans des chambres communes, on se douchait avec les autres, on vivait avec les autres, et puis il fallait obéir à des gens qui n'étaient pas toujours super intelligents, mais donc on apprenait une certaine forme de respect aussi de l'autre. Et à un certain âge plus avancé, j'ai fait une expérience impressionnante dans une caserne de police à Nice. Parce que j'avais besoin d'argent, de travail, je ne trouvais pas d'autre travail pour l'instant, puisque je venais de quitter une formation et je devais encore rien trouver d'autre. Donc j'ai travaillé dans une caserne de police à Nice. Alors moi non plus, les policiers, pour moi, j'aimais pas trop, le côté, etc. Et là, je me suis aperçu que c'était une croissance collective. Parce que j'ai compris ce que pouvaient vivre des policiers
que leur vie n'était pas facile. J'en ai vu combien qui se sont fait insulter par des jeunes personnes qui habitaient dans les cités, hein, et qui leur crachaient pratiquement dessus, etc. Et c'était vraiment quelque chose de très très difficile pour eux. Et malgré ça, les policiers restaient quand même calmes. Et c'est vrai que moi je me disais, waouh, ils sont quand même... Donc avoir quand même de la compassion. Et pour peaufiner cette expérience, la vie m'a amené à être à un moment directeur co-adjoint d'une colonie de vacances, dans un centre de vacances en tant que directeur adjoint. Et là, je me suis retrouvé dans une colonie de vacances avec des enfants qui venaient d'une cité proche de Perpignan, pratiquement que des ados rebelles, hein, de différentes ethnies. Il y avait des Français, mais il y avait aussi beaucoup de gens de différentes ethnies qui sont là. Ils ont débarqué et ça a été la cata. Malgré tout ce qu'on pouvait faire, le but de la colonie de vacances, dans ce sens, c'était de créer une comédie musicale. Donc j'avais embauché des animateurs qui étaient faits aussi, qui avaient des dons dans ce domaine. Et je me suis retrouvé avec une bande de jeunes qui étaient complètement désaxés, violents entre eux. Une bande, voilà, un petit peu, on peut dire, de délinquants de Perpignan. Il y en a certains même qui avaient des casiers judiciaires. Moi, j'étais averti de rien. Au bout de 2 jours, j'ai une animatrice qui s'est fait casser le nez. Donc une jeune qui avait 18 ans, hein, malheureusement pour elle. Hein. Et puis naturellement, bon, ça crée une émeute un peu dans le camp, etc. J'ai des adolescents de 13 ans qui m'ont pris par le cou et qui voulaient m'étrangler, parce que naturellement j'ai essayé d'assumer mon rôle de directeur. Donc j'ai été obligé de renvoyer pratiquement, on peut dire, un bon quart de tous ces gens qui étaient des gens qui avaient été envoyés là par les allocations familiales, donc qui ne payaient pas leur colonie de vacances, alors que d'autres qui payaient leur colonie de vacances, eux, vivaient aussi là-dedans, parce qu'il y avait énormément de vols et tout, donc c'était une galère pas possible. Hein. Donc voilà. Après, après, il est resté quand même des gens qui étaient un petit peu résistants, et tout le reste de la colonie de vacances, qui a duré 3 semaines, ça a été une vraie galère, un travail de presque des détentions pénitentiaires où il fallait chaque instant faire attention, avec des ados qui voulaient foutre le feu, qui avaient des couteaux, qui déchiraient les tentes, etc., etc. Et là, j'ai compris à quel point, waouh, c'est pas évident de vivre comme ça. Et tout ça, ça venait de quoi? D'un manque d'éducation, simplement. Et que, donc, quand il y avait trop de liberté. Alors, c'est sûr qu'on peut se dire, ils vivent dans des conditions pas faciles. Ok, d'accord. Mais ce n'est pas une raison, puisque moi, dans les conditions de vie où j'ai vécu quand j'étais enfant, j'en ai contacté des gens qui étaient pauvres, des gens, voilà, j'aurais pu aussi très bien devenir un délinquant, etc. Mais donc, il y avait quand même une éducation qui m'a été donnée par mes parents, qui était quelque chose de simple, puisqu'ils n'étaient pas du tout intellectuels ni rien, mais il y avait un respect de la vie, un respect d'autrui, un respect de la vie sous toutes ses formes. Et ça, c'est important, et malheureusement, c'est ce qui manque aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, par exemple, imaginez une mère demande à sa fille « Bon, chérie, tu veux pas mettre la table ?» Et quand vous entendez la gamine répondre hein, « Ouais, je ne suis pas ta boniche, je suis pas né pour être ta boniche. Hein. » Ça arrive souvent, ce genre de truc. Si vous avez des enfants ados, vous devez connaître ça. Hein. Alors, la mère, qu'est-ce qu'elle peut faire? Soit elle répond, soit elle est perturbée. Elle peut faire la même chose, ne fait plus les courses. Aussi, donc quelques jours plus tard, quand la gamine ouvre le frigo et qu'elle s'aperçoit que le frigo est vide, qu'il n'y a pas ses canettes de coca, qu'il n'y a pas ses yaourts préférés, etc., et qu'elle demande à sa mère « Maman, le frigo est vide, t'as pas fait les courses ?» La mère peut répondre « Je suis pas ta boniche non plus. » Parce que c'est un peu ça. Hein. Donc, tant qu'on vit dans le foyer familial, il faut respecter certaines règles. Encore faut-il qu'il y en ait. Si on veut être libre, il faut s'assumer seul. Notre liberté est toujours limitée par celle des autres. Donc chacun est libre de prendre le chemin qu'il veut, hein, que ce soit de l'indélinquance ou le respect de la vie, mais les conséquences sont inéluctables. Quand une personne entre par effraction dans une maison et qu'elle commence à voler ou peut-être même à violenter des gens qui sont là, elle prend aussi des gros risques. Si la personne qui est là se défend et que la personne est blessée, naturellement, la personne qui a pénétré, le délinquant, a accepté ce risque en le faisant. Dès qu'on entre dans le territoire d'autrui,
hein, quelque part, on n'est plus chez soi, donc on doit respecter autrui. C'est pour ça que je trouve un petit peu euh, peu judicieux le fait que, par exemple, moi j'ai rencontré justement quand j'étais à la police de Nice un monsieur qui s'est fait agresser parce que il a vu un gars qui était en train de lui piquer sa voiture. Donc voilà, il s'est approché, etc. Il s'est fait. Bon voilà, et puis ça s'est mal passé, il y a eu une bagarre, etc. Et lui, comme il était quand même assez costaud, bon, il a foutu une tabassée à l'autre, hein, sans plus, hein, mais bon, il l'a mis à KO, quoi. Et ben, le délinquant a porté plainte à la police pour, naturellement, pour agression. Point de question. Où est la justice là-dedans? Parce que si on ne peut pas défendre un de ses droits, un de ses biens, alors si vous avez quelqu'un qui pénètre chez vous et qui vous violente ou qui vole des choses, etc., ça veut dire que vous devez le laisser faire. Vous voyez à quel point il y a quand même un gros travail de réajustement à faire au niveau des lois. On a tous des droits de citoyens, mais peut-être que rien que le fait de refuser les lois, ça nous occulte une partie de ces droits. Donc je ne dis pas qu'il faut juger, etc., et puis être trop dur avec ça, mais il faut quand même être en relactivité avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire quelque part parce que si on n'ose plus se défendre parce qu'on est agressé chez soi, qu'on est agressé dans la rue parce qu'on a peur que l'autre porte plainte, c'est là qu'il y a des nœuds dans la justice à réajuster parce que les jeunes, malheureusement, n'ont plus peur de la police. C'est ce qu'on a vu dans ces vidéos qui ont été diffusées sur les médias, où on voit des jeunes qui pillent une bijouterie en plein jour, sans s'inquiéter du tout, c'est comme s'ils faisaient leur marché quelque part, et ils partent cool, sympa, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas inquiétés. Et s'ils sont inquiétés, 2 heures après, ils vont être libérés. Donc c'est là qu'il y a quand même un travail de fond à faire au niveau de l'organisation sociale et qu'il faut un petit peu peut-être adapter les lois aux conditions de vie actuelles, parce que quand la loi est trop laxiste, automatiquement, on est le chaos. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement dans notre vie. Hein. Donc on peut se poser la question, par exemple, hein, si ce jeune homme avait obéi aux injonctions du policier, qui aurait accepté peut-être de descendre, donner ses papiers, etc., hein, rien ne se serait passé. Il aurait peut-être été au poste, voilà, et puis il serait ressorti, bon, avec peut-être une amende ou une perte de liberté provisoire, mais bon, ça n'aurait pas grave. Deuxième option, il a réussi à s'enfuir. Avec sa voiture puissante, il part à toute vitesse, voilà, il est poursuivi par la police, et dans sa course aux poursuites, il aurait très bien pu tuer quelqu'un, un enfant, une mère qui travaillait avec un bébé, qui traversait avec un bébé, un vieillard, quelqu'un. À partir de là, s'aurait créé un scénario pareil de la violence, de la réaction populaire. Le scénario aurait été différent. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut faire une prise de conscience, et seule une prise de conscience individuelle et collective peut éviter le pire. Donc il faut calmer les ardeurs et changer bien des choses. Donc l'ignorance des lois cosmiques déclenche des chaos temporels. Nous n'avons toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, rendez-vous qu'avec vous-même. Donc quand nous nous trouvons face à quelqu'un ou une situation, ce n'est pas la personne ni la situation qui a créé le problème. C'est ce qu'on ressent face à cette relation. C'est cela notre réalité. Quand on n'a pas compris cela, on réagit et on crée le chaos. Et dans cette histoire, ça a été le cas des deux côtés. Le gamin a réagi intérieurement face à cette autorité. Hein. Donc s'il était en conflit avec les autorités intérieurement, naturellement, il a eu une réaction. Hein. Dès qu'on réagit, on n'est pas dans l'action, on est dans la réaction par rapport à un instinct. L'instinct, c'est quelque chose d'animal. Et le policier, lui en face, a été aussi confronté à quelque chose par rapport à lui-même. Peut-être qu'il a eu peur, on ne sait pas exactement. Je ne pense pas qu'il avait une intention vraiment de faire ce qu'il a fait, parce qu'il savait très bien que derrière, il y aurait ce qu'il a vécu. Hein. Donc, quelque part, en plus, un monsieur qui est père de famille, etc. Donc, il a eu peut-être une peur instinctive voilà, d'être blessé ou d'être mis en difficulté. Et malheureusement, ça a provoqué cette situation difficile. Donc, c'est toujours un cas de conscience que nous devons observer chacun vis-à-vis de nous-mêmes. Et cela ne fait que
réalimenter, revoir cette expérience qui a été vécue il y a quelques mois en arrière avec notamment cet humoriste qui, lui, sous effet de la drogue, aussi a provoqué un accident. Un accident mortel qui a détruit quand même une famille. Vous voyez, c'est la même chose. Donc on doit, donc dans les deux cas, la relation part à la base, enfin la prise de conscience part dans cette notion de responsabilité. Si quelqu'un prend de la drogue, de l'alcool et autres et prend le volant, il prend une grosse responsabilité de pas ce qu'il va créer. Exactement la même chose dans le cas si on décide par exemple de voler une voiture ou de braquer une banque, etc. Donc on a toujours cette part de responsabilité. Donc il n'y a jamais une responsabilité à 100% pour quelqu'un. Il y a toujours une responsabilité partagée quelque part. Donc on ne peut pas nier cette responsabilité en disant « Ah, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de la société, c'est la faute des gouvernements parce que la jeunesse est maltraitée, etc. etc. » Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu partager aussi un petit peu des expériences de ma vie, bon, voilà, pour montrer un petit peu justement que, je ne prétends pas être un grand sage ni rien, simplement, j'ai vécu ces expériences, j'ai su ce que c'était, j'ai connu un petit peu ces périodes de violence aussi quand j'étais jeune, puisque à 18 ans, moi je travaillais en plein centre de Paris, c'était mai 68. Donc je sais ce que c'est de sortir de mon boulot et de me faire courser par les CRS à coups de matraque alors que moi j'ai rien fait. C'était comme ça. Donc il faut pas juger, il faut simplement essayer de comprendre pourquoi cette violence. On ne peut pas accéder à la création d'une nouvelle société de paix et d'amour dans la violence. Donc c'est très important de ne pas juger, savoir observer et voir, tiens, tel événement se présente. Qu'est-ce que ça déclenche en moi? Comment je ressens cet événement? Est-ce que j'ai envie de réagir ou est-ce que j'ai envie de comprendre? Ou en fait, la compréhension là de l'expérience montre que l'ignorance donc de la connaissance des lois cosmiques, des lois du respect de l'univers, des lois que tout humain connaît, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout initiés spirituellement et qui connaissent les lois de l'univers parce qu'ils les respectent. Ils respectent autrui, ils respectent les voisins, ils respectent les gens, ils respectent la vie, ils respectent la nature, etc. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un grand érudit, mais c'est important de prendre conscience que respecter l'autre, c'est respecter la vie, parce que l'autre, c'est soi. Et ce qu'on fait à l'autre, c'est ce qu'on fait à soi-même, puisqu'il y a toujours cette action-réaction. Si je réagis violemment à quelqu'un, je prends le risque que lui aussi réagisse violemment vis-à-vis de moi. Donc c'est une prise de conscience à faire, et elle est, à mon humble avis, elle est quand même très intéressante de voir comment vous ressentez face à ce qui se passe. Alors certaines personnes ressentent de la peur, d'autres un petit peu de la revendication contre la jeunesse, d'autres de la revendication contre la police. Mais tout ça, ce sont des jugements de valeur. L'important, c'est de voir, se dire, si j'avais été à la place de ce policier, comment aurais-je réagi? Alors on peut se dire, oui, mais je ne suis pas policier. Il suffit de voir dans votre vie, quand vous vous trouvez face à quelque chose de difficile, peut-être un délinquant dans la rue ou quelqu'un qui vous fait peur, qu'est-ce que ça réveille en vous? On a tous, sans exception, on a tous de la peur en nous, la peur d'être agressé, la peur de mourir. Et c'est au moment où on vit cette chose que l'on peut soit agir, soit réagir. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous, de prendre conscience de ce positionnement, parce que c'est cette seule chose. Il y a tout ce qui se passe autour de nous, qui est là pour réveiller en nous des informations qui sont là, des mémoires, et que nettoyer celles qui doivent l'être. Et on se rend bien compte que la violence n'a jamais apporté la paix sur la terre. Donc, 1789, révolution. Donc il y a des gens qui sont très branchés aussi sur la notion de nouvelle humanité, qui sont là, oui, la violence, l'anarchie, on va détruire les têtes pensantes, etc. Comme à l'époque de Louis XVI. On va couper la tête à Louis XVI. Regardez aujourd'hui, on en est.
C'est pareil, ça ne sert à rien de lutter contre ceux qu'on dit responsables. Prendre conscience de notre co-responsabilité par rapport au monde. Nous sommes le monde et nous sommes le changement que nous voulons apporter dans le monde. Donc là, il y a des grandes prises de conscience et vous voyez, dans cette expérience-là, il y a peut-être une prise de conscience à faire vis-à-vis des parents qui ont des enfants adolescents, vis-à-vis des parents qui ont des enfants adolescents, pour justement prendre conscience que, voilà, savoir où sont vos enfants. Si vous avez des enfants de 12 ou 13 ans qui traînent dans la rue à 2 heures du matin, etc., il y a peut-être des questions, il y a peut-être des réajustements à faire pour éviter cela. Et cela est important pour tout le monde. Parce que si ce travail n'est pas fait, il est évident que les forces de police vont augmenter leur vigilance et qu'il va y avoir peut-être de plus en plus de contrôle. Voilà, il y aura peut-être qu'il y aura des caméras partout pour surveiller, etc., etc. Et puis donc on vivra dans un univers complètement contrôlé, où peut-être il y aura des couvre-feux le soir, on n'aura plus le droit de sortir, etc. Comme ça a été le cas dans le confinement. Mais là, ça sera autre chose. Alors la question à se poser, mais qui est responsable? Alors c'est sûr que ce sera les gouvernements qui sont responsables, parce que c'est eux qui, enfin, pas responsables des actions, parce qu'ils vont déclencher, par exemple, une loi martiale, des choses comme ça. Mais la question est pourquoi? Ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Parce que quand on est face à un troupeau d'animaux sauvages, il faut bien trouver des gardiens. Voilà, donc nous sommes aussi co-créateurs de tout ce qui se passe. Je vous souhaite une très bonne journée et puis voilà, et puis à très bientôt. Et puis si vous partez en vacances, parce que c'est l'époque des vacances, si vous partez en vacances, profitez bien-en pour vous ressourcer, vous ressourcer dans la nature et puis recharger de belles énergies pour pouvoir justement bien continuer sur votre chemin de lumière. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.